Lettre numéro 8. Le phare des sanguinaires. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Le Mistral était en colère, et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Balançant lourdement ses ailes mutilées qui sifflaient à la brise comme les agresses d'un navire, tout le moulin craquait. Des tuiles s'envolaient de sa toiture en déroute. Au loin, les pins serrés dans la colline et couverte s'agitaient et bourrissaient dans l'ombre. On se serait cru en pleine mer. Cela m'a rappelé tout à fait mes belles insomnies d'il y a 3 ans, quand j'habitais le phare des sanguinaires, là-bas, sur les côtes corses, à l'entrée du golfe d'Ajaccio. Encore un joli coin, où j'avais trouvé là, pour rêver et pour être seul. Figurez-vous, une île rougeâtre à l'aspect farouche. Le phare a une pointe, à l'autre, une vieille tour génoise où, de temps en temps, logeait un aigle. En bas, au bord de l'eau, un lazeret en ruine, envahi de partout par les herbes. Puis, des ravins, des maquis, de grandes roches, quelques chèvres sauvages, des petits chevaux corses gambadaient la crinière au vent. Enfin, là-haut, tout en haut, sur un tourbillon d'oiseaux de mer, la maison du phare, avec sa plateforme en maçonnerie blanc. Où les gardiens se promenaient le long en large, la porte verte en ogive, la petite tour de fonte, et au-dessus la grosse lanterne à facettes qui flambe au soleil et fait de la lumière même pendant le jour. Voilà l'île des sanguinaires, comme je l'ai revue cette nuit, en entendant ronfler mes pins. C'était dans cette île enchantée qu'avant d'avoir un moulin, j'allais m'enfermer quelquefois, lorsque j'avais besoin de grand air et de solitude. Ce que je faisais ici encore moins encore, quand le Mistral ou la Tramontane ne soufflait pas trop fort, je venais me mettre entre deux roches, au ras des eaux, au milieu des goélands, des merles, des hirondelles, et j'y restais ainsi tout le jour, dans cette espèce de stupeur et d'accablement délicieux que donne la contemplation de la mer. Vous connaissez peut-être, n'est-ce pas, cette jolie griserie de l'âme. On ne pense pas, on ne rêve pas non plus. Tout votre être vous échappe, s'envole, s'éparpille. On est la mouette qui plonge, la poussière d'écume qui flotte au soleil entre deux vagues, la fumée blanche de ce paquebot qui s'éloigne. Ce petit corailleur à voile rouge, cette perle d'eau, ce flocon de brume. Oh, que j'en ai passé dans mon île de ces belles heures de demi-sommeil et d'éparpillement. Les jours de grand vent, le bord de l'eau était pas tenable. Je m'enfermais dans la cour du lazaret, une petite cour mélancolique, tout embaumée de romarin et d'absinthe sauvage. Et là, blotti contre un pan de vieux murs, je me laissais envahir doucement par le vague parfum d'abandon et de tristesse qui flottait avec le soleil dans ces logettes de pierre, ouvertes tout autour de mon ancienne tombe. De temps en temps, un battement de porte, un bond léger dans l'herbe, c'était une chèvre qui venait brouter à l'abri du vent. En me voyant, elle s'arrêtait interdite et restait plantée devant moi, l'air vif, la corne haute en me regardant d'un œil enfantin. Vers 5 heures, le porte-voix des gardiens m'appelait pour dîner. Je prenais alors un petit sentier dans le maquis grimpant à pic au-dessus de la mer et je revenais lentement vers le phare, me retrouvant à chaque pas sur cet immense horizon d'eau et de lumière qui semblait s'élargir à mesure que je montais. Là-haut, c'était charmant. Je vois encore cette belle salle à manger, à larges dalles, à lambris de chêne, la bouillabaisse fumant au milieu, la porte grande ouverte sur la terrasse blanche et tout le couchant qui entrait. Les gardiens étaient là, attendant pour se mettre à table. Il y en avait 3, un Marseillais et 2 Corses. Tous 3, petits, barbus, le même visage tanné, crevassé, le même pelone, en poil de chèvre, mais d'allure et d'humeur entièrement opposées.
À la façon de vivre de ces gens, on sentait tout de suite la différence des deux races. Le Marseillais, industrieux et vif, toujours affairé, toujours en mouvement, courait l'île du matin au soir, jardinant, pêchant, ramassant des œufs de gouaille, s'embusquant dans le maquis pour taire une chèvre au passage, et toujours quelques aïolis ou quelques bouillabaisse en train. Les Corses, eux, en dehors de leur service, ne s'occupaient absolument de rien. Ils se considéraient comme des fonctionnaires, et passaient toutes les journées dans la cuisine à jouer d'interminables parties de scopa, ne s'interrompant que pour allumer leur pipe d'un air grave et hacher avec des ciseaux dans les creux de leurs mains les grandes feuilles de tabac vert. Du reste, Marseillais et Corses, tous trois de bonnes gens, simples, naïfs et pleines de prévenance pour leur hôte. Quoique, au fond, il dut leur paraître un monsieur bien extraordinaire. Pensez donc, venir s'enfermer dans un phare pour son plaisir, eux, ils trouvent des journées si longues et qui sont si heureux quand c'est leur tour d'aller à terre. Dans la belle saison, ce grand bonheur leur arrive tous les mois. 10 jours de terre pour 30 jours de phare. Voilà ce règlement. Mais avec l'hiver et les gros temps, il n'y a plus de règlement qui tienne. Le vent souffle, les vagues montent, les sanguinaires sont blanches d'écume, et les gardiens de service restent bloqués 2 ou 3 mois de suite, quelquefois, même dans de terribles situations. Voici ce qui m'est arrivé à moi, monsieur, me contait un jour le vieux Bartoli, pendant que nous dînions. Voici ce qui m'est arrivé il y a 5 ans. À cette même table où nous sommes, un soir d'hiver comme maintenant. Ce soir-là, nous étions que 2 dans le phare. Moi et un camarade qu'on appelait Tchéco. Les autres étaient à terre, malades, en congé, je ne sais plus. Nous finissions le dîner bien tranquille, tout à coup. Voilà mon camarade qui s'arrête de manger et me regarde un moment avec un drôle d'yeux, et pouf, tombe à terre. Les bras en avant, je vais à lui, je le secoue, je l'appelle. Otier, Otier. Rien, il était mort. Vous jugez quelle émotion. Je restais plus d'1 heure stupide et tremblant devant le cadavre, puis, subitement, cette idée me vient. Et le phare. Je n'eus que le temps de monter dans la lanterne et d'allumer. La nuit était déjà là. Quelle nuit, monsieur. La mer, le vent, n'avaient leur voix naturelle. À tout moment, il me semblait que quelqu'un m'appelait dans l'escalier. Avec cela, une fièvre, une soif. Il m'aurait fait descendre pour rien au monde. J'avais trop peur du mort. Pourtant, petit jour, le courage me revint un peu. Je portais mon camarade sur son lit, un drap dessus, un bout de prière, et puis, vite, au signal d'alarme. Malheureusement, la mer était trop grosse. J'eus beau appeler, personne ne vint. Me voilà seul, dans le phare, avec mon pauvre Tchéco. Et Dieu sait que, pour combien de temps. J'espérais pouvoir le garder près de moi, jusqu'à l'arrivée du bateau, mais au bout de 3 jours, ce n'était plus possible. Comment faire? Le porter dehors, l'enterrer. La roche était trop dure. Il y a tant de corbeaux dans l'île, c'était pitié de leur abandonner le secret chrétien. Alors je songeais à le descendre dans une des logettes du Lazaret. Ça m'a pris toute une après-midi, cette triste corvée-là. Et je vous réponds qu'il m'en fallut du courage. Tenez, monsieur, encore aujourd'hui, quand je descends de ce côté de l'île, par une après-midi de grand vent, il me semble que j'ai toujours le mort sur les épaules. Pauvre Bartoli. La sueur qui coulait sur le front, rien que d'y penser. Nos repas se passaient ainsi, à causer longuement. Le phare, la mer, des récits, de naufrages, d'histoires de bandits corses. Puis, le jour tombait. Le gardien du premier quart allumait sa petite lampe, prenait sa pipe, sa gourde, un gros Plutarque à tranche rouge. Toute la bibliothèque des sanguinaires et disparaissait par le fond. Au bout d'un moment, c'était dans le phare, un fracas de chaînes, de poulies, de gros poids d'horloges qu'on remontait. Moi, pendant ce temps,
J'allais m'asseoir dehors sur la terrasse. Le soleil déjà très bas descendait vers l'eau de plus en plus vite, entraînant tout l'horizon après lui. Le vent fraîchit, l'île devenait violette. Dans le ciel, près de moi, un gros oiseau passait lourdement. C'était l'aigle de la tour génoise qui rentrait. Peu à peu, la brume de la mer montait. Bientôt, on ne voyait plus que l'ourlet blanc de l'écume autour de l'île. Tout à coup, au-dessus de ma tête jaillissait un grand flot de lumière douce. Le phare était allumé. Laissant toute l'île dans l'ombre, le clair rayon allait tomber au large sur la mer, et j'étais là, perdu dans la nuit. Toutes ces grandes ondes lumineuses qui m'éclaboussaient à peine en passant, mais le vent fraîchissait encore. Il fallait rentrer. À tâtons, je fermai la grosse porte. J'essuyai mes barres de fer, puis, toujours tâtonneux, je prenais un petit escalier de fonte qui tremblait et sonnait sous mes pas. Et j'arrivai au sommet du phare. Ici, par exemple, il y en avait de la lumière. Imagine une lampe carcelle gigantesque à 6 rangs de mèches, autour de laquelle pivotent lentement les parois de la lanterne. Les unes remplies par une énorme lentille de cristal, les autres ouvertes par un grand vitrail immobile qui met la flamme à l'abri du vent. En entrant, j'étais ébloui. Ces cuivres, ces étains, ces réflecteurs de métal blanc, ces murs de cristal bombé qui tournaient avec de grands cercles bleuâtres. Tout ce miroitement, tout ce cliquetis de lumière me donnait un moment de vertige. Peu à peu, cependant, mes yeux s'y faisaient, et je venais m'asseoir au pied même de la lampe, à côté du gardien qui lisait son Plutarque à haute voix, de peur de s'endormir. Au dehors, le noir l'abîme, tous les balcons qui se tournent autour du vitrail. Le vent court comme un fou, en hurlant. Le phare craque, la mer ronfle. À la pointe de l'île, sur les brisants, les lames font comme des coups de canon. Par moments, un doigt invisible frappe au carreau. Quelques oiseaux de nuit que la lumière attire et qui vint se casser la tête contre le cristal. Dans la lanterne, l'étincelle est chaude. Rien que le crépitement de la flamme, le bruit de l'huile qui s'égoutte, de la chaîne qui se dévide, une voix monotone psalmodiant la vie de Démétrius de Phalère. Le gardien se levait et jetait un coup d'œil à ses mèches. Et nous descendions. Dans l'escalier, on rencontrait le camarade du second quart qui montait en se frottant les yeux. On lui passait la gourde, le Plutarque, puis avant de gagner nos lits, nous entrions un moment dans la chambre du fond, tout encombré de chaînes, de gros poids, de réservoirs d'étain, de cordages, et là, à la hauteur de la petite lampe, le gardien écrivait sur le grand livre du phare toujours ouvert. Minuit, grosse mer, tempête, navire au large.